Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 16e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Coup de froid. Et pour changer, ça a rapport avec la météo en Belgique. Parce qu'on se Mais les pas que. pèle. Parce qu'on se les gèle. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On est ravis de vous retrouver ici. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le faire écouter au plus grand nombre pour nous aider à rester visibles et à nous encourager à vous le proposer toutes les 2 semaines avec une régularité digne d'un métronome depuis maintenant bientôt 5 ans complets. Et alors on commence tout de suite cette rubrique Actu avec Guillaume. Et Guillaume, aujourd'hui tu nous parles de corruption ? Je vous parle élections européennes et corruption. C'est un sujet qui revient régulièrement dans notre podcast, effectivement. Coup de froid donc sur le Parlement européen. Dans nos épisodes 14 et 15, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast habituelles, petite promo sans gêne, nous sommes revenus sur le poker stratégique entre la France et la Russie et sur les nombreuses facettes de la guerre hybride menée par la Russie contre notamment l'Union européenne. Suite à l'adoption d'une réforme du code pénal en Belgique adoptée le 8 avril dernier, la Belgique a ouvert la première enquête pour ingérence étrangère, qui tranche avec la situation légale antérieure, puisqu'il n'était pas alors possible de criminaliser le fait d'influencer ou de tenter d'influencer un processus démocratique en faveur d'un État étranger. Ce Russiagate, comme on l'appelle déjà, comporte 2 volets. D'une part, des soupçons de corruption, tels que rapportés par le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui a confirmé que plusieurs services secrets européens enquêtaient sur des députés européens, essentiellement d'extrême droite, soupçonnés de relier et de produire des discours pro-russes. Et d'autre part, une partie consacrée à l'influence étrangère indirecte, avec au centre le site internet Voice of Europe, financé par un oligarque ukrainien pro-russe, Viktor Medvedchuk, qui, selon Le Soir, est réputé très proche de Vladimir Poutine, dont il serait même le parrain d'une des filles. La sûreté de l'État belge enquête de son côté depuis 18 mois sur le sujet, et c'est d'ailleurs suite à un échange d'informations avec d'autres pays que les différents services se sont rendus compte d'une source commune, le fameux Viktor Medvedchuk. Or, celui-là même a été capturé par les autorités ukrainiennes peu après le début de l'invasion. Preuve que Medvedchuk est un homme important dans la galaxie Poutine. La Russie a d'ailleurs accepté, en échange de sa libération, de livrer des militaires ukrainiens faits prisonniers lors du siège de Mariupol. La Libre Belgique nous apprend également que pour mener à bien ces opérations, l'homme d'affaires s'était d'abord intéressé à Artem Matchevski, puissant homme de médias d'origine tchèque à la tête du média donc Voice of Europe. On y revient. Ce site d'information basé à Prague était notamment utilisé pour répandre des informations visant à dissuader l'Union européenne d'aider l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe lancée en février 2022. L'opération militaire spéciale, aurais-je dû dire. Les personnalités politiques invitées pour tenir un discours pro-russe étaient pour la grande majorité toutes issues donc des rangs ou proches des rangs de l'extrême droite. C'est d'ailleurs sur ce même site que le député Vlaams-Belang Philippe de Winter a donné une interview il y a peu. Côté français, le site Voice of Europe avait notamment interviewé la députée européenne Patricia Chagnon, dont l'ancien assistant est aussi mentionné par les services de renseignement tchèques. À l'heure actuelle, une seule eurodéputée, la lettonne Tatiana Zdanoka, a été prise en flagrant délit après la diffusion d'échanges de mails datés de 2014 à 2022 entre elle et 2 agents du KGB. La presse tchèque, la République tchèque est au centre de l'enquête sur Voice of Europe, puisque c'est là qu'est basé le site, affirme que Peter Bistron, porte-parole de l'AfD, extrême droite allemande, aurait accepté 25 000 € en échange de moyens d'influence, notamment via des votes et des discours. Les soupçons portent en général sur des personnes basées dans 6 pays européens, l'Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie. Aucune surprise, selon David Colomb, professeur à Sciences Po, qui rappelle que le Kremlin assume parfaitement et clairement les tentatives d'ingérence et d'interférence dans les élections européennes, mais c'est une nouveauté alors que de forts soupçons ont été portés, notamment sur les élections présidentielles US de 2020 et françaises de 2022, sans qu'il n'y ait vraiment de reconnaissance du Kremlin. Selon lui, l'ingérence ne se limite pas au financement des partis politiques, la corruption d'élus, le piratage de boîtes mail ou la diffusion de fake news sur les dirigeants, car cela peut être plus rentable d'acheter un influenceur sur les réseaux sociaux ou un think tank complaisant. Et c'est une victoire à tous les coups pour Moscou. Soit la personne concernée est vectrice de discours de désinformation
et de déstabilisation, bingo, soit elle se fait pincer et cela jette alors l'opprobre sur les institutions qu'elle représente et affaiblit la confiance dans le processus démocratique, double bingo. Des mécanismes donc similaires à ceux du Qatargate dont nous vous avions parlé dans ce même podcast, The Place to Be décidément. L'enquête menée par la Belgique avec l'aide des autres pays européens concernés est en cours et on évoque déjà des sommes de plus d'1 million d'euros versées chaque mois depuis plusieurs années. Déjà ébranlé donc depuis décembre 2022 par l'affaire dite du Qatargate, autour de soupçons de corruption d'élus impliquant le Qatar et le Maroc, le Parlement européen a simplement déclaré fin mars examiner les conclusions des autorités tchèques. Les responsables des groupes rassemblant les libéraux et les Verts au Parlement ont pour leur part réclamé l'ouverture d'une enquête interne immédiate et transparente en coopération avec les autorités nationales. Pour lutter contre les ingérences et la désinformation, l'Union européenne a musclé son arsenal législatif et non législatif. La loi sur les services numériques oblige les plateformes à garantir aux utilisateurs un environnement transparent et sûr. Les publicités à caractère politique ne peuvent être parrainées, par des entités en dehors de l'Union européenne, etc. Des réseaux nationaux travaillent aussi de concert avec l'Union européenne et l'OTAN pour éviter la propagation de fake news. Mais il faut aller plus loin, selon Raphaël Glucksmann, eurodéputé PS. Après le Qatargate, l'affaire russe n'est pas de bon augure pour le Parlement européen, à moins de 2 mois des élections. James Bond n'a donc qu'à se rhabiller et nous devrions toutes et tous être très vigilants au moment de regarder, d'utiliser les informations pour orienter notre vote le 9 juin prochain. Et le 9 juin prochain, votez. Merci beaucoup Guillaume. On n'oublie pas de voter, effectivement, c'est important. La démocratie élective en Europe, eh bien, c'est essentiel. Alors Max, deuxième rubrique Actu. On va faire un petit update sur les US. Est-ce que Trump a pris un coup de froid, lui, à son procès ou est-ce que... Eh bien, Comment ça se passe? Racontez-nous. Donald Trump, tout d'abord, il a de vrais problèmes financiers. Pas étonnant vu les amendes records qu'il a dû payer récemment à hauteur de 464 millions de dollars dans l'État de New York, en plus naturellement de ses frais d'avocat. Et figurez-vous qu'il a récemment demandé à ce que tous les candidats républicains qui utilisent son nom, son image ou se rattachent au courant MAGA, Make America Great Again, lui reversent 5% minimum des sommes qu'ils récoltent auprès de leurs sympathisants. Et vous savez qu'aux États-Unis, les campagnes électorales, ça coûte cher. Et donc les fundraisers, les levées de fonds auprès des électeurs, eh bien, c'est quelque chose d'important. Alors cette demande a été formalisée dans une lettre aux candidats républicains, soutenue par le parti, et ceux-ci n'ont pas vraiment le choix, puisque depuis 2020, s'afficher dans le courant de Trump est devenu quasiment une condition pour être élu. Mais cette demande de Donald Trump est en fait une mauvaise nouvelle pour les candidats républicains, puisqu'en siphonnant l'argent qu'ils pourraient mettre dans leur campagne électorale, Trump fait en réalité le jeu des candidats démocrates qui sont d'autant plus, avec une probabilité d'autant plus élevée de remporter les élections. Et ceci dans un contexte où l'équipe électorale de Joe Biden est clairement en avance dans la course à la levée de fonds, avec à ce jour plus de 190 millions de dollars récoltés, plus du double de Donald Trump. Bon, côté procès, à New York, Donald Trump a débuté le jugement dans une affaire de paiement dissimulé pour acheter le silence d'une ancienne star de film X, Stormy Daniels, à quelques jours du scrutin de 2016, dont vous vous souvenez qu'il avait remporté ce scrutin sur le fil face à la candidate démocrate Hillary Clinton. Alors Donald Trump est inculpé de falsification de documents comptables de son entreprise, la Trump Organization, à nouveau, qui aurait eu pour but de cacher, sous couvert de frais juridiques, entre guillemets, le paiement de 130 000 dollars, 122 000 euros tout de même, à Stormy Daniels par son avocat personnel de l'époque, Michael Cohen. Et en échange, l'ex-star de film X avait accepté de taire une relation sexuelle avec le milliardaire en 2006. Donald Trump a toujours nié cette relation et sa défense assure que les paiements relevaient de la sphère privée. Mais le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, démocrate, entend démontrer qu'il s'agit bien de manœuvres frauduleuses pour cacher des informations aux électeurs quelques jours avant le vote. Donald Trump encourt jusqu'à 4 ans de prison pour les accusations les plus lourdes. Ça n'empêchera naturellement pas d'être candidat au scrutin présidentiel, mais placerait la campagne dans une situation inédite. Alors il plaide non coupable et il dénonce, comme dans les autres dossiers, une chasse aux sorcières pour l'empêcher de retourner à la Maison-Blanche. Dans ces autres procès, qu'il s'agisse de la tentative de coup d'État le 6 janvier 2021, des documents classifiés qu'il avait conservés illégalement, ou de la tentative d'interférence... Dans sa cuisine.
et pas que, Et pas ou que. de la tentative d'interférence dans le processus électoral dans l'État de Géorgie, Donald Trump poursuit sa stratégie visant à décaler le début des procès après la date des élections, dans l'espoir qu'une victoire à la présidentielle en novembre prochain empêche de facto la tenue de ces dits procès. Alors pour ce faire, il multiplie les recours, jouant sur la complaisance de certains juges, en Floride notamment, ou même de la Cour suprême, qui semble-t-il a décidé de prendre son temps pour juger la validité juridique de son argument selon lequel il bénéficiait d'une immunité présidentielle pour ses actions d'interférence dans le processus de certification des votes de l'élection de novembre 2020 au niveau fédéral, mais aussi en Géorgie. Alors passons maintenant peut-être à un petit point sur la question du soutien à l'Ukraine, parce que ça fait plusieurs mois qu'on vous dit dans nos différents épisodes que le projet de loi de soutien financier des États-Unis à l'Ukraine est bloqué au niveau de la Chambre des représentants après avoir été voté au Sénat. Et c'est un projet de loi important parce que depuis la fin 2023, eh bien, il n'y a plus de base juridique pour les États-Unis d'aider l'Ukraine en lui donnant du financement, en lui cédant du matériel ou en l'aidant à acheter des capacités, notamment pour la défense aérienne, alors qu'elle en a un besoin de manière critique. Et alors que le speaker républicain, donc le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait jusqu'ici refusé de mettre au vote le projet de loi, et après plusieurs tentatives pour essayer de trouver un compromis qui permette que ce soit le cas, bien finalement, il semble qu'on ait trouvé une solution. Et vous vous souvenez, Donald Trump et le courant MAGA s'étaient opposés à ce projet de loi, soulevant le risque que le speaker de la Chambre soit exclu de son poste par la majorité républicaine si jamais il mettait la loi au vote. Et alors finalement, à la surprise un petit peu de tout le monde, Johnson a annoncé en fin de semaine dernière son intention de faire voter les projets de loi sur le financement d'Israël, de Taïwan et de l'Ukraine. Et il semblerait que ce qu'il y a... Comment ça a été possible finalement ? Voilà. Alors il semblerait que il y a plusieurs jours, un groupe important de citoyens ukrainiens se soit rendu à Washington et ont rencontré des parlementaires américains pour plaider en faveur d'une aide américaine à l'Ukraine. Et parmi ceux-ci, Mike Johnson aurait rencontré Seri Gaidarzi, qui a perdu sa femme et son enfant de 4 ans dans l'attaque russe sur Odessa le 2 mars dernier. Et peut-être que le fait que la famille Gaidarzi soit évangélique, chrétienne évangélique, tout comme la famille Johnson, aurait éventuellement joué un rôle dans la décision de Mike Johnson de soumettre ce projet au vote. Alors, la première étape, c'était la publication du projet de loi le 17 avril. Et donc, le contenu du projet de loi d'une valeur de 61 milliards de dollars et qui rend notamment obligatoire la livraison de missiles à longue portée le jour après sa promulgation. Naturellement, la conséquence, c'est peut-être que les élus MAGA vont tenter, si le vote passe, d'exclure le speaker Johnson de son poste. MAGA égale Make America Great Again, ce sont les élus pro-Trump. Exactement. Mais les élus démocrates ont annoncé qu'ils voteraient en sa faveur pour lui permettre de rester si le projet sur l'Ukraine était voté. Alors le vote était prévu samedi 20 avril, donc le jour... En point de procédure, il faut savoir que si, lors du vote d'un speaker à la Chambre, les élus de l'opposition ne votent pas en principe pour le speaker, il n'y a que les élus du parti majoritaire qui votent. Et alors le vote était planifié samedi 20 avril, donc le jour de notre enregistrement. Et donc en direct, nous avons découvert il y a quelques minutes le fait que la Chambre des représentants a voté le paquet de 61 milliards d'aides pour l'Ukraine. Donc on le rappelle, un paquet qui était bloqué depuis de nombreux mois. Et donc dans ce paquet, il y a effectivement, donc dans ces 61 milliards, donc 60,84 milliards, il y a 13,8 milliards pour que l'Ukraine achète des armes décisives, 13,4 milliards pour que les États-Unis puissent recompléter leur stock, puisqu'ils ont donné pas mal de munitions et d'équipements à l'Ukraine. Et puis, il y a aussi de l'argent qui est dédié pour soutenir des alliés américains dans la région. Donc, on pense probablement à la Moldavie. Et puis, également,
pour acheter directement des équipements américains pour l'Ukraine. Le vote continue sur les 2 autres paquets, donc à la fois pour Israël et Taïwan. Donc en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour l'Ukraine qui en a bien besoin, et l'aide américaine faisait crucialement défaut. Merci Max. Donc vous voyez, dans ce podcast, on vous donne aussi de l'information en breaking news, comme on dit en anglais, en direct, en immédiat, sur ce qui se passe dans le monde. C'est aussi l'intérêt pour nous d'enregistrer de podcasts à différents moments de la semaine en fonction de nos disponibilités. Mais voilà, ça nous permet de vous donner ce genre d'informations. Alors, on a 2 petites brèves, Guillaume ? Ouais, Max, est-ce que tu veux nous faire les 2 petites brèves avant qu'on passe au point belgitude ? On va être très bref parce qu'on a déjà bien avancé sur le timing, mais... Bon, la première, c'est qu'il y a quand même eu un gros changement dans le gouvernement polonais depuis que Donald Tusk a repris, est devenu Premier ministre, puisque effectivement, il y a un ministre gay dans le gouvernement polonais. C'était pas arrivé jamais, je pense. Et donc le ministre adjoint de la Justice, Krzysztof Śmiszek, est devenu ministre adjoint en décembre. Et donc, ça marque un changement radical par rapport au gouvernement précédent, donc du parti Droit et Justice, qui s'était opposé au droit LGBT. Voilà, donc c'est quand même assez chouette de voir que la Pologne, finalement, est revenue dans une lignée un peu plus progressiste. Et donc, on espère que voilà, on va pouvoir aussi voir certaines lois et certaines positions qui étaient auparavant, vous savez, notamment ces zones LGBT free, des zones sans LGBT, qui étaient d'une manière un petit peu pour s'opposer à l'avancée des droits LGBT dans l'Union européenne. Une deuxième brève plus écologique qui nous vient du Parlement européen, qui a voté une loi le 10 avril dernier qui vise à réduire drastiquement les émissions de pollution par les camions diesel, qui devront réduire, les nouveaux camions devront émettre au moins 90% de moins d'émissions de carbone d'ici à 2040. Une bonne nouvelle sur les routes, donc. On pourrait parler des alternatives train aussi, mais ça serait l'objet d'un podcast à part. Exactement. Eh bien, nous passons tout de suite à la rubrique Belgitude, Guillaume. Absolument, Max. Et si je te parle de décret paysage, tu me dis ? Je sais pas, ça concerne l'environnement, la nature, les oiseaux, les haies, les champs, les prés, les rivières ? Non ? Oui, tout ça bien gelé en ce moment parce qu'on se tape le coup de froid en plein dans la figure. Mais non, absolument pas. Comme en Belgique, tout est sujet à une petite part de surréalisme. Tu es complètement à côté. On parle d'un décret qui concerne l'enseignement supérieur. What ? Décret qui aurait a priori réussi à faire virtuellement tomber le gouvernement fédéral. Tiens, ça faisait longtemps. Selon certains membres du mouvement réformateur, parti plus libéral de droite francophone, qu'il considère désormais comme un gouvernement d'affaires courantes. #drama. Pas une énorme surprise à 2 mois des élections nationales belges, mais un peu embêtant alors que le pays occupe la présidence tournante du Conseil européen. Ouais. Ce décret, adoubé à l'origine par une large partie des acteurs de l'enseignement supérieur francophone, oui, c'est la Belgique, visait à augmenter le taux d'étudiants arrivant à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur et à lutter contre l'allongement des études. Depuis la rentrée 2022, les nouveaux étudiants font face à des règles de réussite plus strictes. Ils ont 2 ans pour réussir leur première année, 3 en cas de réorientation et 5 pour terminer leur licence. Alors, on appelle ça bachelier en Belgique, les 3 premières années. Ils doivent également assumer un programme annuel de minimum 45 crédits ECTS, crédits européens, parfois fait d'activités de remédiation. Il en vaut 60 pour valider une année. Une réforme de ce décret porté par le MR est à l'origine du coup de froid entre les partenaires de la majorité et une majorité alternative composée des partis de gauche en communauté française. Bah oui, ça reste la Belgique. PTB, PS et Écolo pourraient voir le jour pour contrer la demande de réforme, d'où le coup de gueule du MR qui considère qu'il s'agit d'un manque de loyauté de la part de ses partenaires. Bref, une histoire bien belge. Un jour, je vous parlerai peut-être du décret sur le bien-être animal en région bruxelloise et sur l'attitude fuyante du PS, mais pas aujourd'hui, ce serait vraiment trop long. Bon, écoute, c'est bien, c'est un programme. Tout un programme.
On passe tout de suite à la rubrique Vie de couple. Eh oui, vie de couple, pas de coup de froid sur nos activités personnelles et professionnelles en ce moment. On ne s'ennuie toujours pas. Et d'ailleurs, on va essayer on vous a parlé du poker d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en arrière. Et Faire un on petit se disait update. qu'on pourrait faire un petit update. Eh ben oui, alors le poker, finalement, ça nous plaît pas mal. Au-delà de jouer en ligne, ce que on fait de temps en temps grâce à des petites plateformes sympathiques, le mieux c'est quand même de jouer en direct. Vous vous souvenez quand on vous avait dit qu'on avait joué avec des amis à plusieurs reprises, eh bien on a testé pour la première fois de jouer à deux vendredi soir. Absolument. Et là, ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé. On a fini par jouer 2 heures. On découvre un peu, on tâtonne, on prend des grandes décisions. Faut augmenter la blinde régulièrement parce que sinon on se fait un peu tarte quand même. Mais voilà, mais c'est une bonne petite activité. On a un chouette mélangeur de cartes d'ailleurs. Merci maman si tu nous écoutes. Oui, merci qui beaucoup. fonctionne à merveille. Ça marche super bien. Qui nous évite de devoir mélanger les cartes à la main. Surtout, on a des belles chips pour dire qui est la small blind, Des la beaux big jetons. blind, les beaux jetons. On commence à être bien équipé et d'ailleurs, on se dit qu'on pourrait faire une petite soirée poker régulière. Donc, appel aux volontaires si vous habitez à Bruxelles, que ça vous dit de faire du poker. Une petite soirée poker régulière à la maison. Et puis, pourquoi pas, un de ces jours, aller dans le club de poker de Bruxelles. Écoute, si on a l'occasion, pourquoi pas, hein. Bon. Guillaume, tu nous disais que tu étais bien occupé. Est-ce que tu nous ferais un petit... Alors moi, ça pourrait être c'est un point très personnel parce que c'est un projet très personnel sur lequel je travaille avec mon travail actuel. Ceux qui me connaissent savent que je travaille pour l'Opéra de Bruxelles. C'est un projet qui est arrivé chez nous il y a 3 ans, un projet d'opéra autour de l'histoire d'Ali. Ali, c'est un jeune Somalien qui a aujourd'hui 18 ans, qui est arrivé en Belgique il y a 4 ans, après 1 an et demi de parcours entre la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée, notamment le Soudan, la Libye et Malte. Donc voilà, un parcours de migrants comme il y en a beaucoup. Lui, il a eu la chance, en quelque sorte, d'arriver jusqu'en Belgique. Beaucoup n'ont malheureusement pas cette chance et se noient en Méditerranée ou meurent avant d'arriver. Et cet opéra vise à montrer sur scène toute la dureté du parcours auquel doivent faire face tous ces gens qui l'entreprennent et surtout tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on s'imagine que ce sont des gens qui quittent la misère de chez eux, oui, mais pas seulement, ils quittent aussi des groupes terroristes, ils partent parce qu'ils n'ont pas de perspective dans leur pays, ils partent parce qu'ils sont parfois mis en danger dans leur propre pays pour plein de raisons, et pour partir, ils doivent payer extrêmement cher, c'est pas un voyage gratuit, c'est pas... Certains payent 20, 25, 30 000 euros pour aller de leur pays jusqu'en Europe, pour pouvoir passer de leur pays jusqu'en Europe. On imagine la somme que ça représente pour chacun d'entre nous. On peut imaginer la somme que ça représente pour des gens qui habitent dans ces pays africains. Notamment africains, mais ça vaut aussi pour les passeurs qui font venir des gens d'Afghanistan ou de pays d'Asie centrale. C'est un projet donc qui aura sa première représentation demain après un peu plus d'un mois de répétition intense. Et puis, comme je le disais, 3 ans de gestation derrière, d'aller-retour avec l'équipe qui le porte. Et donc, c'est une très grande fierté pour moi. Voilà, je voulais le partager. Très fier de toi. Il y a des moments où j'aurais bien tout envoyé par la fenêtre, parce que comme tous les projets, et en particulier ceux auxquels on s'attache avec le cœur, moi j'ai un problème, et je pourrais répondre ça dans des entretiens d'embauche. Quel est votre défaut? C'est que quand je m'attache à un projet, je m'y attache parfois un peu trop, et du coup je le prends très personnellement, mais au final je suis vraiment fier de ce projet. J'ai hâte d'être à demain, et puis on vous partagerait les informations. Malheureusement c'est tout complet maintenant, les 7 représentations au Théâtre Flamand de Bruxelles sont toutes complètes. Mais on pourra peut-être vous partager on vous partagera le lien du streaming qui devrait arriver début mai sur le site de la Monnaie. Voilà ma petite fierté du week-end. Et voilà, c'est vrai que on a un peu souffert du rythme de Guillaume, mais néanmoins, c'est super chouette de pouvoir avoir un tel projet qui aboutit, qui a énormément de sens, et je suis hyper fier de toi. Et voilà, j'en profite pour te le dire. Voilà.
Et puis, on ne peut pas clore cette rubrique vie de couple sans parler d'un autre couple On qu'on a a fêté ouvert aujourd'hui. très tôt la saison des mariages. Ça nous était pas arrivé depuis notre propre mariage, je pense, il y a 7 ans en arrière. On a ouvert aujourd'hui la saison des mariages avec le mariage de Will ou Anna. Si vous nous écoutez, on est très content pour vous. Toutes On a passé nos une félicitations. très bonne matinée, très bonne journée. Voilà, mariage à Bruxelles en plus, c'était la première fois que ça nous arrive. C'était chouette. Exactement. Toute simplicité. Et puis, mariage pluvieux, mariage heureux. Il y avait quelques gouttes ce matin, donc on vous souhaite de longues comme en et belles Bretagne, vies il ensemble. fait beau plusieurs fois par jour, donc on a quand même réussi à avoir des moments sans gouttes. Alors Max, pour notre rubrique Tech Geek, dernière rubrique Transition de podcast, écologique aujourd'hui. on ne peut pas vous parler de coups de froid ou de changement climatique, mais on va vous parler de bornes électriques. Exactement. Alors, deux petits points. La première, c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de voitures électriques, puisque, en fait, on va enfin pouvoir payer par carte bancaire sur presque toutes les bornes, et ça c'est quand même une super nouvelle, puisque à partir du 13 avril, les nouvelles stations de recharge pour les voitures électriques devront s'équiper d'un moyen de paiement par carte ou sans contact, sans avoir besoin d'un abonnement ou de se connecter via une application. Et c'est vrai qu'avec le nombre de fournisseurs, ça devenait un petit peu compliqué. Du coup, voilà, ça faut que ça concerne les bornes de recharge qui ont une puissance de 50 kWh au minimum, au minimum. Et en dessous, il faudra un système de QR code au minimum. Et donc, il y aura un petit délai pour toutes les bornes qui ont déjà été installées jusqu'au 1er janvier 2027 pour s'adapter. Mais en tout cas, voilà, vraiment une très très bonne nouvelle, parce que c'est parfois un petit peu la jungle. Alors, le deuxième sujet, on voulait aujourd'hui faire le point sur les bornes de recharge dans l'Union européenne, et aussi parler d'une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, il y a 630 000 points de recharge dans toute l'Union européenne. Et vous savez, c'était un petit peu la crainte au départ qu'il n'y en ait pas assez. Et en fait, le nombre de bornes de recharge a été multiplié par 3 au sein de l'Union européenne au cours des 3 dernières années, selon une récente étude qui a été publiée. Et l'Union européenne a fixé en fait des objectifs aux différents pays de l'Union en matière d'infrastructures de recharge publique. Et la plupart des pays de l'Union ont effectivement atteint leur objectif pour 2024. Donc comme on est en avril, c'est déjà quand même super chouette. Et en fait, les objectifs ont été fixés en fonction du nombre de voitures électriques en circulation. Donc on peut parler des pays qui sont les moins bien dotés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore atteint leur objectif. Bon, il y en a qui sont assez proches, le Portugal à 91%, la Hongrie 92% et la Lituanie 84%. Alors que la Grèce 61%, l'Irlande 35%, le Luxembourg 49%, Chypre 19% et Malte 2%, ils sont à la traîne. Mais bon, comme le parc de ces voitures électriques est plus petit, on peut se douter que ça pourrait aller assez vite. Alors du côté des pays qui s'en sortent le mieux, on peut citer la Bulgarie. Ils ont atteint quasiment 700% de leur objectif, ce qui est quand même juste hallucinant. La Slovaquie, 228%, la République tchèque, 220%, l'Espagne, 168%, l'Italie, étonnamment, 165%, j'aurais vraiment pas dit, l'Autriche, 150%, ou encore l'Estonie, 185%. Alors du côté de la France, on s'en sort plutôt bien. L'objectif de 2024 est largement dépassé, on est à 158%, pardon. Celui pour 2025 aussi, on est déjà à 118% alors qu'on n'est pas en 2025. Et puis pour 2026, on est à 90%, donc très probablement il y aura plus de problèmes. Et alors côté de la Belgique, parce que on est français, mais on habite en Belgique, la Belgique a dépassé son objectif, donc elle a un petit peu plus de 100% pour l'année 2024. Par contre, elle n'est pas encore au niveau pour l'année 2025 et bien sûr pour l'année 2026, donc il y a encore des progrès à faire. Mais il y aura aussi une règle qui sera la même pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne dès l'année prochaine. Il devrait y avoir des stations de recharge rapides tous les 60 km le long des routes principales d'ici à 2030. Donc 2030, c'est quasiment demain. Donc en tout cas, ça c'est une excellente nouvelle et on voulait vous la partager. Que vous soyez utilisateur de voitures électriques, que vous y pensiez ou
que comme nous, vous louiez des voitures électriques pour certains voyages. En tout cas, n'ayez pas peur de ne pas pouvoir vous recharger parce que franchement, il n'y a plus de problème. Merci Max. Et ben voilà, on avance petit à petit sur les voitures électriques. On vous fera un rapport cet été, peut-être à la rentrée, sur notre Petit périple habituel et sur l'amélioration de l'accessibilité des bornes électriques. C'est déjà la fin de ce 16e épisode de la saison 5. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter, comme d'habitude, parmi nos auditeurs et on espère que de nouveaux éditeurs viendront nous rejoindre. Et là-dessus, on compte sur vous. N'hésitez pas vraiment à faire découvrir ce podcast, à nous mettre une note, 5 étoiles sur pas en dessous, Apple on Podcast, prend pas. un commentaire sur les différentes plateformes. Et puis parlez-en autour de vous, mettez un like, un pouce bleu, partagez-le, vraiment ça nous aidera. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Portez-vous bien d'ici au prochain épisode, couvrez-vous, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Pas congelé.